Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, civilisation du journal. En effet, le rôle du journal, il y a la massification, c'est-à-dire le nombre de titres de plus en plus nombreux et le rythme qu'elle impose. On va voir un petit peu l'importance de la naissance et de l'histoire du journalisme et son impact sur les médias et sur les sociétés. Alors, c'est parti! Alors, on va voir la naissance des journaux à grand tirage. Alors, il va y avoir un tournant dans les années 1836-1863. La presse Girardin, 1836, qui abaisse le prix de l'abonnement. La différence est prise en charge par l'annonceur publicitaire. Là, déjà, c'est une première révolution. Révolution technique, déjà, et révolution sous le modèle économique. C'est toujours comme ça. Le technique et l'économique vont ensemble. Le tirage quotidien des Parisiens passe de 80 000 à 180 000. Bon, ça reste toujours cher et inaccessible pour la majorité des gens, mais voilà, il y a déjà un progrès. Le roman feuilleton, lui aussi, 1836, en bas de page, qui permet l'élargissement du nombre d'abonnés. Parce que bon, voilà, le roman feuilleton, il est intéressant, donc on s'abonne, et puis pour avoir la suite. L'édition des Mystères de Paris, de Gensu, entre 1842 et 1843, qui a un gros succès. Le roman feuilleton est essentiel dans l'industrialisation et la démocratisation du journal. Ça va se transformer en une marchandise avec l'apparition d'une presse diversifiée sur le marché de juillet, des journaux féminins, pour les enfants, de vulgarisation scientifique, enfin voilà. Il va y avoir un élargissement aussi de l'offre. C'est très important, parce que pour toucher un maximum de gens, il faut qu'il y ait une grande offre. Il y a la révolution du petit journal, 1863. Alors, innovation financière, il est vendu 5 centimes à l'unité. On n'est plus obligé de s'abonner. Donc, voilà, déjà, ça aide énormément. Il y a une évolution de la rédaction, plus de faits divers, une grande place au roman feuilleton, aux chroniques judiciaires, à la vulgarisation scientifique et technique, un nouveau regard sur le monde, un langage plus populaire pour brasser plus large, une presse de masse. Et là, ça suit un petit peu partout, parce que 1863, 259 000 exemplaires. En 1865, on est à 1 million. La formule du petit journal est copiée par le Petit Parisien, qui tire en 1876 à 1,5 million d'exemplaires. 1883, il va y avoir un petit progrès dans le reportage en journalisme d'information. Il y a un déclin de la presse traditionnelle. Bon, il y a une résistance avec, par exemple, Le Temps. Et la presse va avoir un grand rôle dans l'affaire Dreyfus. Donc il va y avoir une diversification qui va être maintenue fin 19e siècle. Il y a une presse nationale et régionale. Il va y avoir des quotidiens dans les villes de Provence, la Dépêche à Toulouse, le Progrès à Lyon, le Petit Marseillais. Il va y avoir la création de journaux sportifs qui accompagnent l'émergence du sport. En 1892, le vélo, 80 000 exemplaires. En 1902, l'auto, en 200 000 exemplaires. La presse sportive suit l'actualité et crée des événements sportifs. Par exemple, l'automobile a créé en 1903 le Tour de France. À la veille de 1914, il y a une apogée de la presse française. 57 titres nationaux, 150 journaux dans les départements, tirage supérieur à 6 millions d'exemplaires. Il y a une montée en puissance de l'image. En 1820, il y a la lithographie qui permet d'imprimer des images. En 1907, le bellinographe qui transmet des images à distance. L'image pénètre le texte. Il y a une mise en page qui permet d'innover des innovations rédactionnelles et qui permet le succès aussi de la presse satirique et des titres spécifiques. La caricature dans les années 1830, le charivari en 1832, rôle important dans la politique, l'image permet une presse illustrée. La plupart des grands quotidiens éditent un supplément illustré. L'image fait l'événement. Et entre les deux guerres mondiales, c'est la naissance de la BD, avec moins de narration et plus d'images, qui part en France. L'auteur Christophe, en 1889, avec les récits de la famille Fenouillard. Ça va conduire à une série d'innovations, notamment pour la presse infantile. Ça va se transformer aussi en bande dessinée. Ça va attirer tous ceux qui veulent éduquer des enfants, notamment les catholiques. On va lancer l'Écho de Noël en 1905, une presse catholique, la semaine de Suzette qui sort le jeudi. C'est là que sort Bécassine, par exemple, une série d'innovations qui introduit le phylactère. Le phylactère, c'est les bulles, c'est ce qu'on appelle les bulles en bande dessinée. Alain Saint-Ongan, auteur de Zig et Puce, permet de nouvelles formes de narration sous forme d'album. Une innovation plus importante, de nouveaux titres de journal, comme le journal de Mickey en 1934. Une presse illustrée d'origine américaine, parce qu'il y a quand même une interpénétration entre les différentes façons de faire de la presse. En 1934, ça domine le marché national français. Il y a une diversification par l'image et une influence des autres titres.
Alors, il va y avoir une industrie culturelle avec des entreprises de presse. Alors, il va y avoir un énorme succès de la presse, donc ça va amener une convergence des capitaux et des entrepreneurs. Ce qui va amener à des empires de la presse qui peuvent attirer des investisseurs. Les banquiers jouent un rôle important avec un besoin permanent de capitaux, donc des liens étroits. Et oui, ça coûte de plus en plus cher, et puis pour battre la concurrence, il faut être meilleur que les autres, donc il faut investir. On va mettre en place des sociétés anonymes et nouer des liens étroits entre les milieux d'affaires, car on comprend l'intérêt des médias pour faire le buzz, pour faire la pub. On va dénoncer un petit peu la vénalité de la presse aussi. C'est un moyen d'influence, considéré comme un investissement. Ça apparaît lors du scandale du Panama, par exemple, ou des emprunts russes. Emprunts russes, que je tiens à préciser, c'est que des gens qui avaient beaucoup d'argent ont pris des parts de dettes russes, et puis quand il y a eu la révolution, les communistes après ils ont expliqué non, on ne remboursera pas. Il y a certains qui se sont retrouvés sur la paille. Très vite, la presse est liée au monde de la publicité. Il va y avoir la création d'AVA en 1867. Ça crée de nouveaux métiers, comme l'invention du journalisme à partir de 1880, avec le journaliste d'information. Avant, c'était plutôt un écrivain. Avec le fait divers, le journaliste fait de l'enquête, chasseur d'infos et de faits divers, une place essentielle à la belle époque. Mythologie autour du criminel, des allers-retours entre le littéraire et le réel, Fantomas, Arsène Lupin, la bande à Bono. Ça recherche le morbide et les mises en scène. Il y a l'invention du reporter de guerre, la crème de la crème. Il va couvrir les guerres. Le tournant, c'est la guerre russo-japonaise, avec des dispositifs techniques, avec le chemin de fer, le télégraphe, le téléphone. Dans un premier temps, il peut dicter ses articles au téléphone. J'ai vu ça, 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 ça. Vous imaginez un petit peu, il est dans une gare à l'autre bout du monde, il peut dire ce qui se passe à Paris. Il y a aussi le triomphe dans les années 1920, c'est la naissance de grandes figures comme Albert Londres et ses reportages en Extrême-Orient. Le reporter est même une figure littéraire avec Gaston Leroux qui lance en 1907 un feuilleton publié dans Matin Mystère, des Chambres jaunes qui parle des aventures d'un journaliste. C'est un succès. Le reporter est au sommet de la hiérarchie des journalistes et une figure de la culture populaire. Le reportage est un genre qui concilie l'exigence de l'information et le littéraire. Il va y avoir aussi une professionnalisation du journalisme avec l'association professionnelle des journalistes, avec une bataille pour faire reconnaître les droits de la profession. Ils sont 2000 en 1885, 6000 durant l'entre-deux-guerres. Multiplié par 3, c'est quand même un chiffre important. En mars 1918, il y a le syndicat national du journalisme qui publie une charte sur les devoirs du métier et de la déontologie. Certains feraient mieux de la relire des fois. Aujourd'hui, journalistes de l'époque, issus de la classe moyenne, de la méritocratie républicaine. Métier attractif, donc un concours sélectif. Professionnalisation s'organise avec une spécialisation, hiérarchie, mais il va y avoir aussi une massification. En conclusion, il y a un rôle important et croissant dans la culture de masse, mais aussi dans l'unification culturelle de la presse. C'est pour ça que le pouvoir va rapidement porter attention sur le fonctionnement de la presse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!